parti Franco Raptors, bienvenue à tout le monde sur Choc FM, épisode numéro 9 de Franco Raptors. Bienvenue à tous, bienvenue à toutes, c'est toujours la même équipe, Patrick Bizindavi et Mike Laviole. Bonjour Mike. Salut Patrick, épisode 9 et encore une victoire des Raptors, on va commencer à s'y habituer. On va commencer à s'y habituer, parler beaucoup plus de victoires que de défaites. On l'avait prédit dans notre premier épisode, ce sera une saison difficile avec des leçons à apprendre, mais on voit que ces derniers jours, quand même pas mal de victoires. On va revenir sur l'actualité des Raptors, les matchs de la semaine. On va aussi avoir une section Urlic-Somche qui donc prend sa place chez les 905. Et bien sûr, la partie Impact Basket, on va parler d'un projet des Torontois, mais qui le font en Afrique, au Bénin. On aura du temps pour en parler. Et bien sûr, on va parler des matchs à venir avec 2 matchs de suite contre Miami le vendredi. Au moment où vous nous écoutez, ils ont joué le premier match vendredi soir contre Miami. Et puis Miami vient à Toronto ce dimanche 1er décembre pour un back-to-back contre les Raptors. Et voilà, on est parti pour l'actualité des Raptors. Voilà, l'actualité des Raptors, c'est d'abord, après les 2 victoires de suite contre Indiana et Minnesota, les Raptors sont partis à Cleveland, une équipe de Cleveland qui occupe toujours la première place à l'Est. On s'attendait à une surprise de la part des Raptors, mais ça a été loin d'une surprise. On ne va pas beaucoup revenir sur ce match, mais on s'attendait peut-être à une bataille, mais finalement, le match était presque fini en premier quart-temps, Mike. La bataille n'a pas eu lieu, malheureusement. Cleveland a été trop fort. On sait que dans la NBA actuelle, le tir à 3 points joue un rôle hyper important. On va en parler avec le match de la Nouvelle-Orléans, mais les Raptors ont été largement battus dans ce domaine-là et ils n'ont pas vraiment existé. Et en plus, grosse défaite et la blessure de Grady Dick. C'est vraiment l'info à retenir de ce match. Blessé au mollet et indisponible jusqu'à présent. Ils ont changé le nom de la blessure. Au départ, c'était une contusion. Après, c'est devenu en anglais strain. Et ils sont revenus à contusion. Donc, j'ai écouté le Raptor Show qui avait un peu les nuances en anglais par rapport à cette blessure-là. Et Eric Corrin de The Athletic disait que c'était mieux que ce soit pas une contusion, strain, mais que ce soit une contusion. Ouais. Donc, affaire à suivre. Mais en tout cas, ça fait un nouveau blessé du côté des Raptors et une défaite logique. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et puis, ils étaient en back-to-back le lendemain. C'était contre les Pistons de Détroit. Mais là, on s'attendait à ce qu'ils jouent. Ils ont joué mieux par rapport au match de Cleveland. Mais on s'attendait qu'ils battent Detroit. Mais là, c'était encore une fois une autre défaite. Mais là, à la dernière seconde, à la vraiment dernière seconde, qu'est-ce que tu gardes de cette rencontre contre les Pistons? Une défaite crève-cœur pour les uns et qui fait plaisir à ceux qui sont partisans du tank, on va dire, avec ce tir au-dessus de Ochai Agbaji à la dernière seconde du meneur de jeu, Jaden Ivey. Un match difficile des Raptors, un match qui n'était pas très beau à regarder jouer. Moi, ce que je retiens surtout, c'est la performance de Scottie Barnes qui a mis 31 points, 14 rebonds, 7 passes décisives, un match complet, peut-être son meilleur match depuis son retour, mais aussi énormément de difficultés en attaque. C'est un petit peu ce qui ressort depuis que Scottie Barnes est de retour. La défense, c'est beaucoup mieux. On en a parlé la semaine dernière. Les Raptors commencent à remonter dans les ratings défensifs. Les Raptors qui sont la 21e défense maintenant. Donc, c'est vraiment très positif. Mais d'un autre côté, en attaque, l'équipe qui se cherche énormément. On voit que le ballon ne passe plus du tout par Jakob Poeltl qui a beaucoup moins d'influence en attaque. On voit que le pick and roll entre Jakob Poeltl et Scottie Barnes ne marche pas aussi bien que lorsque c'est RJ Barrett. Et une équipe qui doit se trouver un petit peu une nouvelle identité, un jeu qui est moins fluide, qui est plus le ballon qui colle entre guillemets dans les mains de Scottie Barnes, l'équipe qui va devoir trouver une nouvelle dynamique offensive. C'est ça qui ressort un petit peu de ce match contre Détroit, mais qui aurait pu être gagné parce que défensivement c'est de mieux en mieux, donc il y a quand même du positif. Et puis il y a une attaque qui est maintenant en chantier puisque Grady Dick n'est plus là et il y a d'autres joueurs qui ont refait surface dans le match de la Nouvelle-Orléans dont on va parler juste après. C'est ça, il n'y a pas vraiment de continuité au niveau des joueurs parce qu'il y a des blessés qui reviennent et puis, bon, c'est Scottie Barnes, il faut bien s'adapter. Et donc, à chaque fois qu'il y a changement de joueur, il y a changement de
de personnel, il y a changement de système. Donc, il n'y a pas vraiment une continuité au niveau de l'attaque des Raptors, mais c'est vrai que au niveau de la défense, on voit que, bien sûr, le retour de Scottie Barnes est fait. Mais moi, et puis c'était un débat toute la semaine passée, c'est la performance de RJ Barrett quand ils sont à l'extérieur. Ah oui, ça c'était un débat avec des chiffres à l'appui. Quand il est ici à Toronto, c'est le meilleur joueur des Raptors carrément. Et puis quand il s'agit des matchs à l'extérieur, c'est comme une autre personne. Et ça, c'est depuis, tu te rappelles, Max, c'est depuis l'année passée avec la fameuse question que je lui ai posée face au Utah Jazz. Mais pour toi, quel est le problème, si on peut parler de problème? Est-ce que c'est psychologique? Comment est-ce qu'on parvient à expliquer justement cette disparité de performance entre les matchs à domicile et les matchs à l'extérieur pour RJ Barrett? Ouais, c'est compliqué parce que la disparité, c'est pas 2-3 points. C'est énorme. Il tourne à 29 points par match quand il joue à Toronto et il tourne à 18 points par match quand il joue à l'extérieur, avec des pourcentages de réussite au tir qui sont assez catastrophiques en comparaison avec ce qu'il nous montre à Toronto. Franchement, j'ai pas vraiment d'explication. En plus, on peut pas aller lui demander parce qu'il va te dire qu'il n'y a rien. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ta réponse classique. Exactement. Donc, je sais pas. Après, si je peux ramener quelque chose de positif, ce que j'aime bien, c'est qu'il arrive à être impactant d'une autre manière. De plusieurs façons, la nouveauté avec lui. Il a encore signé 11 passes décisives contre la Nouvelle-Orléans. En étant aussi pas très adroit, même s'il met 22 points. J'ai plus les stats en tête contre Cleveland, mais je crois qu'il fait encore pas mal de passes décisives. Donc, je pense qu'il va falloir qu'il trouve un moyen. Il y a aussi cette histoire de lancer franc. Là, par contre, c'est à domicile et à l'extérieur. Ouais. C'est l'une des problématiques avec RJ. Mais au final, sur la saison, il est à 22 points. Les pourcentages de réussite sont ce qu'ils sont pour l'instant. Je pense que ça peut s'améliorer. Ça va s'améliorer parce qu'ils ont été aussi... il a payé le fait qu'il n'y avait pas Scottie et que c'est lui qui avait tous les ballons. Donc, il devait tirer beaucoup et pas forcément avec beaucoup de réussite. Je pense que ça va remonter. Mais ouais, il n'y a pas d'explication. J'espère qu'il va petit à petit trouver son rythme à l'extérieur. Même si, comme je l'ai dit, il arrive à être impactant dans d'autres domaines de jeu. C'est une bonne chose. Mais il va falloir quand même qu'il arrive à régler ça parce que c'est pas possible d'avoir un tel écart en fait. Oh, c'est ça. Je pense que ça va redescendre un peu à domicile parce que 29 points, c'est exceptionnel. Mais ça devrait augmenter un petit peu à l'extérieur aussi. Donc, affaire à suivre. Mais c'est vrai que c'est vraiment quelque chose à surveiller en termes de développement, puisqu'on parle de développement. La régularité de RJ Barrett à l'extérieur. Ouais, c'est ça. Et puis aussi, il y avait la performance de Ochai Agbaji qui n'était pas des meilleurs. Et puis son coach en pleine conférence de presse qui met de la pression sur lui. Et il a bien répondu le match suivant. Mais le match je pense que c'est contre les Pistons où il a 0 points, je pense. 0 points. 0 points. 0 points, une défense qui est un peu critiquable alors que c'est ce qu'il avait monté. C'est ça. Même le tir de Jaden Ivey en soi, il le défend plutôt bien, mais je pense qu'il y avait encore mieux à faire avec sa longueur. Il pouvait peut-être le gêner encore plus. Mais en tout cas, c'est une belle transition pour parler du match de la Nouvelle-Orléans. C'est ça. Ochai Agbaji qui a donné la meilleure des réponses. 24 points, une grosse défense. Et puis une adresse à 3 points. C'était jour et nuit. Il a bien répondu à l'appel de son coach. Mais c'était pas juste lui. Il y a Jamison Butler qui a sorti une performance qu'on va écouter d'ailleurs avant de parler de ce match contre New Orleans. C'est ça. Jamison Butler qui est revenu sur qu'est-ce que ça faisait pour lui d'avoir eu cette réussite offensive. Et il va nous expliquer pourquoi les Raptors du jour au lendemain ont pris autant de tirs à 3 points. Avalanche, what does it mean for you to get going and to get your teammates going? Yeah, I think it means a lot, but I think it's just, coming off the bench, you have to bring a spark and you have to bring something. I think that's what my mentality is, but I think that's what everyone's mentality is. Whether or not you're starting, whether or not you're on the bench, you got to bring something. And I think that's what we did. And I think it wasn't our game plan to get a lot of shots up just because of how they help. They're helping a lot from the bottom guy, and that pull behind up top of the key is open, or they play into with the guy in the corner as well. So we knew that was going to be in the game plan, and then eventually, Ochai hit a lot of big shots tonight, and then myself, I hit some as well. But then it's just trusting the game plan, trusting what the coaches have for us, and just going out there and trying to execute it. Before tonight, you guys were last in the league in three-point attempts per game, and you got up a season high tonight. Do you think it was mostly a product of how they defend, or is that also something you guys consciously have to do more of? Yeah, I think it's a little bit of both, but I think we have more than capable shooters on this team, and I think it's just a confidence thing where when we're hitting shots, and we're going to put those shots up regardless just because they're open shots, and we know, we work on those every day, and there's no reason for us not to take those ones, especially if they're open. So I think it was part of the game plan, but also I think it just is a confidence thing where we have to build on and keep building brick by brick, and I think that's what we're going to do. James,
Voilà, c'était Jamison Battle pour revenir un peu sur ce qu'il a dit. Il a vraiment mis en avant le collectif. Il a dit oui, j'ai eu de la réussite, mais c'était pas que moi, exactement comme tu l'as dit. C'était Ochai. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'il pointe du doigt une consigne en fait de Darko Rajakovic. Il a dit on savait que sur ce match-là, on allait prendre beaucoup de tirs à 3 points parce que la Nouvelle-Orléans manque de taille et la Nouvelle-Orléans avait des joueurs sur les ailes et surtout sur les corners qui rentraient à l'intérieur pour bien refermer la raquette. Et du coup, les Raptors, sur ce match-là, ils savaient qu'il fallait qu'ils prennent beaucoup de tirs à 3 points. On a eu de la chance qu'il y ait eu de la réussite parce que le premier quart-temps, ce n'était pas le cas du tout. Le premier quart-temps a été catastrophique des deux équipes. C'est un premier quart-temps. Si vous n'avez pas vu le match, je vous conseille pas d'aller le voir. Commencez le match à partir du deuxième quart-temps, vous verrez, c'est bien mieux. Mais les Raptors qui ont pris quasiment un record, je crois qu'ils ont pris plus de 50 tirs à 3 points. Ah oui, ils ont marqué de tous les coins là. Ils en ont mis 21 avec réussite pour Ochai Agbaji, pour notre ami Battle. Scottie Barnes en a mis, je pense, 2. Oui, mais il en a pris 12. C'est moins glorieux. Pareil, RJ Barrett, 3 sur 11 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, l'adresse qui était là pour certains joueurs et ça a fait. C'est ce qui a permis aux Raptors de gagner, avec une bonne défense de nouveau également. Ouais. En ce moment, ils étaient devant de 30 points, donc le match était déjà fini. Mais il faut dire aussi que l'équipe de la Nouvelle-Orléans, il y a plein de blessures. Il y a tellement d'absents qu'ils enchaînent défaite après défaite. Donc c'était vraiment un match à prendre de la part des Raptors. Mais aussi, l'autre changement, c'est Jacoby Walter qui commence le match. Et donc Grady Dick n'est pas là, donc ils ont mis Jacoby Walter. Et puis il a fait une performance extraordinaire. C'est à mon avis, son meilleur match de la saison aussi. Son meilleur match en carrière en NBA jusqu'à présent. Le passage chez les 905 lui a fait du bien, comme à Battle d'ailleurs. D'ailleurs, c'est la première action. En fait, on a senti dès le début qu'il était dans un bon jour parce que la première action arrive dans le corner, il reçoit la balle, et il met son tir. Il ne réfléchit pas, il tire, il marque. Après, la droite à 3 points, ça n'a pas été son point fort sur ce match-là, mais il a vraiment été intéressant. Déjà défensivement, sur CJ McCollum, parce qu'on a vanté les qualités défensives de Jacoby Walter, on ne les avait pas trop forcément vues jusque-là, peut-être pas dans des bons match-ups pour lui, mais là, face à un joueur comme McCollum qui n'est pas très grand, face à qui il pouvait vraiment le gêner grâce à ses grands bras, ça a été vraiment très intéressant. Et puis, la capacité à se créer son tir et à terminer au cercle, c'était très intéressant. Il y a cette action avec Scottie Barnes qui l'envoie au alley-oop et il est dans un angle improbable. Et puis il met le panier. Avec la faute. Ouais. Vraiment très intéressant. On se dit que le tir à 3 points va finir par arriver. Et puis au final, Jacoby Walter qui est en train de me faire mentir puisque j'avais prédit une saison un peu à la Grady Dick l'année dernière. Mais il montre que, en fait, je ne sais plus qui disait ça dans une émission. Mais il ne semble ne pas être à sa place. En fait, il semble déjà être un joueur qui, comme Jamison Battle, d'ailleurs comme la plupart des rookies des Raptors, on sent qu'ils comprennent le jeu. Ah oui, il est à l'aise. Et ils sont à l'aise, ouais. C'est le mot, ils sont à l'aise. Ouais. Puis il n'a pas été avec l'équipe dans le training camp parce qu'il était blessé. Exact. Donc là, il est en train de revenir. Mais le fait déjà d'aller au Nano 5 et puis de jouer quelques matchs et puis de revenir. Et justement, on en parlait avant l'émission, les Nano 5, ils risquent de ne pas avoir Jamison Battle parce que il appartient vraiment à l'équipe première, même s'il a un contrat à two-way. Donc, ce sera difficile vraiment de l'envoyer au Nano 5 parce que il contribue, il met ses tirs et puis il joue bien en défense. Je trouve que il a pris sa chance, je pense. Exactement. Alors, on le rappelle, la règle des two-way, c'est 50 matchs dans la saison sur lesquels ils peuvent être sur la feuille de match, en tout cas, avec les Raptors. Même s'ils ne jouent pas, s'ils sont sur la feuille de match, ça compte comme un match. Mais Battle, pour l'instant, c'est même pas une question puisqu'il a pris part à toutes les rencontres des Raptors cette année. C'est ça, il est dans la rotation. Il est dans la rotation depuis le début. Donc les 905 vont devoir apprendre à faire sans. C'est pas un problème en soi. Là-bas, c'est du développement. Et si le joueur est en avance et n'a pas besoin de passer au 905, c'est une très bonne nouvelle pour lui. Ça donnera plus de chance à d'autres joueurs. Donc non, c'est très bien. Hein. C'est très bien s'il n'a pas besoin d'aller là-bas. Vraiment, c'est impressionnant. Il fait preuve de maturité et puis les Raptors ont besoin de shoot et lui n'a pas froid aux yeux. Il n'a pas froid aux yeux. Et puis je trouve que les Raptors ont une façon de trouver des joueurs qui n'ont pas été draftés et puis de les développer à devenir de bons joueurs. Ouais. Bien sûr, Van Vliet étant la star qu'on a développée parmi les joueurs qui n'ont pas été draftés. Une grosse victoire donc contre New Orleans qui peut-être pourrait donner un peu de morale face à l'équipe de Miami. Au moment où nous enregistrons cette émission, où vous écoutez cette émission, ils ont joué le match contre Miami. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce match-là? Je sais bien que Miami ils n'ont pas aussi la performance habituelle qu'on connaît avec leur culture. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ce match contre Miami? De la défense de zone. Ouais, c'est ça. Qui utilise 2 fois plus
la défense de zone que la plupart des autres équipes NBA. Donc, à l'heure de cette écoute, si les Raptors ont hier été très adroits à 3 points, ils auront eu des chances de gagner. Je pense que c'est aussi simple que ça. Ils vont devoir être adroits comme contre la Nouvelle-Orléans. Le problème, c'est que il faut quand même le rappeler, les Raptors sont la moins bonne équipe à 3 points de la ligue. Oui, c'est ça. Là, c'était un feu d'artifice contre la Nouvelle-Orléans, mais il va falloir voir si c'est, j'ai le mot en anglais, sustainable, s'ils sont capables de continuer sur cette lancée-là. Mais en tout cas, c'est ça la clé. Je pense qu'il va falloir qu'ils continuent défensivement. Il va falloir défendre Rosier, Jimmy Butler, Tyler Hero qui fait une très très bonne saison. Et puis le duel Jakob Poeltl face à Adebayo, c'est le duel des All-Stars pour l'instant. Mais on va voir si Yak continue, s'ils arrivent à trouver un petit peu plus Yak. Il a vraiment un rôle à jouer. Ça va être les clés de ce match-là, mais en fait, vous l'aurez déjà vu. Donc, voilà, on va pas en dire plus. Malheureusement, on a beaucoup de matchs le vendredi depuis qu'on a commencé l'émission. C'est un peu fâcheux parce que ça casse un petit peu ça. On peut pas se projeter sur le match à venir parce qu'en fait, pour nos auditeurs, eux, ils savent déjà ce qui s'est passé. Mais voilà un petit peu les clés. Si vous voulez vérifier ce qu'on a dit, si c'était les clés de la rencontre. Et puis, ça se trouve, les Raptors auront gagné le match en n'ayant marqué que 7 tirs à 3 points. Et vous direz, ils disent n'importe quoi, Mike et Patrick. Il y avait d'autres clés de la rencontre. Mais voilà un petit peu pour ces matchs contre Miami. C'est ça, Miami. On a vu quelques photos sur les réseaux sociaux de notre ami Chomche qui est avec l'équipe à Miami. Et donc là, on met en transition justement. Tu l'as suivi cette semaine, Chomche. Donc, on va prendre... on va annoncer d'abord la section Chomche. L'instant Chomche, ça y est, il a son nom maintenant. C'est parti. L'instant Chomche, le voici, le voilà, Ulrich Chomche qui a pris sa place, tu l'as dit, chez les 905. Il sortait d'un match à 16 points. Ça a été plus compliqué pour lui sur ces derniers matchs. Les problèmes de faute qui commencent à revenir. L'avant-dernier match, il a vraiment eu beaucoup de problèmes avec les fautes. Mais ce qui est positif avec lui, c'est qu'il commence vraiment à être impactant en défense. En fait, peu importe le temps de jeu qu'il a, ça continue. Alors, c'est pas 6 contre à chaque match, mais il y en a toujours un ou deux, même quand c'est... Et puis, c'est intéressant, il est utilisé vraiment comme un centre, mais il lui permet de switcher, d'aller défendre un peu au large. Donc, il continue à être très, très intéressant. Ils ont gagné l'avant-dernier match contre l'équipe de... J'ai perdu le nom de l'équipe. C'était pas les Celtics du Maine contre qui ils ont joué cette fois-ci. Eh bien, ça me reviendra, mais pour l'instant, je n'ai plus l'équipe. Mais en tout cas, le dernier match, c'était contre les Celtics du Maine. Un match très compliqué pour les 905 qui, en fait, leur problème jusqu'à présent, c'est qu'ils ont toujours un moment dans la rencontre où ils perdent complètement le fil. Là, ça s'est déroulé en deuxième quart-temps. Il y a le pivot des Celtics qui s'est blessé au coude. Il saignait énormément. Ils ont dû arrêter le match pendant 5 minutes au moins. Et en fait, ça a complètement cassé le rythme des 905 qui ont encaissé je ne sais plus c'est combien le run qu'ils ont pris, mais c'est un 20-3, quelque chose comme ça. Ensuite, ils ont réalisé un très bon troisième quart-temps pour revenir dans la rencontre. Mais on sait que c'est toujours compliqué quand tu fais ce genre d'effort, ensuite de revenir. Ulrich a eu un match très bizarre parce qu'en fait, il a pris rapidement 2 fautes. Il a presque pas joué en première mi-temps. Ensuite, il est revenu en deuxième. Il a réussi à pas prendre de fautes pendant très longtemps, jusqu'en quatrième quart-temps où il en a pris 3 en 1 minute. Et là, le match était terminé pour lui. D'ailleurs, j'ai eu la chance de le voir après la rencontre. Donc, pas officiellement, puisque on m'a dit qu'on n'a toujours pas le droit de lui parler. Il a été étonné d'ailleurs. Mais je l'ai vu à la sortie, donc on a discuté. Et puis, je lui ai parlé des arbitres. Il a dit, oui, ils n'ont pas été sympas avec moi. C'est vraiment la problématique pour lui sur ce début de carrière avec les 905. Vraiment prendre l'habitude de savoir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire, défensivement, offensivement, parce qu'il a été sifflé sur des écrans en mouvement, sur des choses comme ça. Donc vraiment, il prend ses marques, mais il y a vraiment beaucoup de choses positives qui ressortent. Son impact défensif est intéressant. Offensivement, il finit bien sous le cercle quand il est servi, même si je trouve qu'il n'est pas encore assez servi. Mais les Raptors 905 gardent les systèmes vraiment très simples. Il fait vraiment écran pick and roll, où il va dans le dunker spot, comme on appelle ça, vers le panier. Quelques systèmes où il doit distribuer le jeu, mais pas plus que ça. Voilà, pour l'instant, ça reste très simple. Il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à présent. Toi, qu'est-ce que tu as vu, Patrick? Oui, c'est tout un apprentissage. On en a discuté tout à l'heure. Parce que lui, il n'a que 18 ans. 2, il joue contre des personnes qui ont une carrière universitaire aux États-Unis.
mais lui, il vient directement de l'académie en Afrique en NBA. Donc, ça va prendre du temps de pouvoir apprendre tout ça, les systèmes, de comment ça marche défensivement, offensivement. Donc, heureusement que les Raptors sont patients. Ils sont patients envers lui et puis il va prendre le temps que ça prend. Mais je trouve que il aurait pu être dans un système où des meneurs de jeu vont le trouver plus souvent. Mais la situation de la G-League étant ce qu'elle est, tout le monde veut prendre sa place, avoir un contrat NBA. Mais je pense que côté développement, il est bien entouré, il est bien encadré avec Justin Ceres qui est là comme assistant coach, qui peut lui parler dans sa langue, donc en français. Donc je pense que on va être patient envers lui, mais je pense que on a eu des flashs où défensivement il fait 4-5 contre le match et puis il fait des dunks. Donc je pense qu'on a quelque chose de spécial, mais ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps et tu as raison de souligner l'apport de Justin Ceres pour être allé à 2 des 3 matchs à domicile. On voit que c'est vraiment Justin qui s'occupe de lui. À l'échauffement, il est avec lui, il lui parle. Pendant le match, vu que Justin Ceres est le coordinateur défensif, il n'hésite pas à l'appeler, lui dire, tu vois, là, il faut faire ci, il faut faire ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, on a une autre chance. Il est de retour puisqu'il était en sélection jusque-là. Il n'était pas là les 2 premiers matchs à domicile. C'est que Quincy Guerrier, un joueur du Québec, est dans l'effectif également. Il peut lui parler en français. Je n'ai pas abordé ça avec lui, mais j'ai abordé d'autres questions. On va l'écouter tout de suite, Quincy Guerrier. Et puis après, on conclura sur cette partie instant shop. Enchanté déjà, c'est la première fois qu'on se rencontre. Première question, juste ton expérience avec l'équipe du Canada. Qu'est-ce que ça représente pour toi Ça s'est bien passé. J'ai vraiment aimé l'environnement contre le Mexique, contre la République dominicaine. Je pense que j'ai beaucoup appris aussi avec le coach Nate. J'étais en train de guard le point guard de Mexique et je trouve que ma défense s'est vraiment beaucoup améliorée. Et je pense que pour le next level à NBA, ça va vraiment m'aider. Tu as eu des passages aussi aujourd'hui sur le meneur adverse. Il n'y a pas trop eu de besoin de te réadapter à la G-League après être allé en sélection. Ça s'est fait naturellement avec un gros match ce soir. Ouais, non, la FIBA, je trouve que même la FIBA, c'est plus physique que la G-League. Donc, c'est vraiment utiliser le fait que je suis athlétique, ma grandeur, ma force, et c'est tout. Et juste une dernière question. Quels sont un peu tes objectifs, toi, de jouer avec cette équipe cette année en Honnêtement, c'est vraiment d'être un leader, courir, rebound, mettre des tirs, des 3 points, être efficient. Et je pense que chaque jour, j'essaie d'être le meilleur. J'approche chaque jour, je ne regarde pas le futur, je reste dans le présent et on verra qu'est-ce qui se passera. Voilà Quincy qui nous a parlé de ce passage avec la sélection nationale. Et d'ailleurs, il a eu un peu le même discours que des joueurs NBA qui vont jouer en FIBA. Il a dit qu'il a trouvé que c'était plus physique en FIBA. Donc, il n'y a pas eu besoin, comme il l'a dit, pour lui de se réadapter à la G-League. Il a vraiment apprécié ce passage avec l'équipe du Canada. Il a beaucoup appris et il nous a fait part, comme vous l'avez entendu, d'un peu ses objectifs. Alors, on sent qu'il vit un peu au jour le jour. Il n'a pas forcément dit « Moi, je suis en G-League pour aller en NBA », mais il est en G-League pour progresser le plus possible, comme il l'a dit, et essayer d'avoir un impact et d'être un leader pour cette équipe. Je sais que coach Drew l'a vraiment félicité après ce match-là. Il a indiqué qu'il appréciait pour le jeune joueur qu'il est. C'est déjà un très bon leader. Il a fini avec 24 points pour son retour. Donc, il a fait une belle performance. Affaire à suivre, j'espère qu'on pourra l'avoir pour un peu parler de son parcours, parce qu'il a eu un parcours en NCAA, nous parler un peu de Montréal et tout ça. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour pour les 905. Les priorités des 905, je pense, c'est d'essayer d'être constant sur 48 minutes. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Essayer d'impliquer plus les meneurs de jeu dans les systèmes, je pense, que les meneurs de jeu, ok, ils veulent se montrer, mais leur faire comprendre qu'ils doivent mettre le jeu en place, surtout quand ça commence à devenir difficile, quand l'équipe se prend des séries comme ça de 11-0, de 11-2, on sent qu'offensivement, il faut mettre les choses en place. Donc ça, c'est vraiment un truc, je pense, que sur lequel ils vont insister. Et puis voilà, je pense que là, on sait que la saison des 905, elle est en 2 parties. Une première partie avec le showcase. Et je pense que le plus important pour les 905, ça sera la vraie saison régulière qui viendra à partir de janvier. Ils auront pu mettre les choses en place. Ulrich sera bien plus à l'aise. Même les nouveaux joueurs, parce qu'il y a Omorui qui vient d'arriver. Il a joué que 2 matchs. Il a déjà été très performant, le joueur originaire de Toronto, passé par le Orlando Magic notamment. Donc voilà, il y a eu pas mal de mouvements dans l'effectif. Je pense qu'ils vont trouver leur stabilité petit à petit. Et que l'objectif, ça sera vraiment la deuxième partie de saison. Là, ils ne peuvent plus déjà se qualifier pour le showcase. Donc
on continue à voir les évolutions et puis c'est toujours intéressant d'aller là-bas pour voir Justin et pour voir Ben oui, Baruch. ben oui. On est content de les avoir pas loin d'ici. C'est sur ces propos justement qu'on va aller à la pause et puis après la pause, on retrouve Impact Basket. Nous sommes en pause. Si vous appréciez l'émission, pensez à vous abonner à notre chaîne YouTube de Choc FM. Activez la cloche pour ne rien manquer. Likez et commentez. Vous pouvez aussi retrouver ce podcast en rediffusion sur toutes les plateformes. Le nom, c'est bien sûr Franco Raptors avec vous, Patrick Biznavi et Mike Laviole, toutes les semaines, les samedis, à partir de 13h sur Choc FM. Impact Basket. Oui, Impact Basket, c'est mes deux invités, Fabrice Komla et Admir Hig, qui sont des encadreurs de sport. Fabrice Komla, les deux sont originaires du Bénin. Fabrice a fait ses études à Toronto et puis il est rentré en Afrique pour des raisons professionnelles. Et puis, il a décidé de créer un programme de basketball pour justement encadrer des jeunes. Et puis, Admir a fait le parcours inverse. Lui, il vient de l'Afrique, il vient de s'installer à Toronto. Et puis, on s'est croisés d'abord en ligne. Dans une autre vie, je fais des formations en ligne. Il était parmi les gens qui suivaient ma formation. Et puis, quand il a atterri à Toronto, il m'a appelé, il m'a dit, je suis là. On a eu le temps de discuter. Et puis, on a parlé beaucoup basket. Et c'est là où il m'a parlé justement de leur association qui est donc au Bénin, l'association de Future, qui encadre les jeunes par le biais de basketball et qui fait aussi un impact au niveau des communautés. Donc, j'ai eu Fabrice Admir à l'entrevue ce matin. Et là, ils vont nous parler justement de leur projet, de leur association et justement de l'impact du basketball dans les communautés en Afrique de l'Ouest, plus précisément au Bénin. On va écouter Fabrice et Admir. Voilà, nous sommes à Impact Basket avec nos deux invités, Amnir et Fabrice. Fabrice qui est à Abidjan, il faut que je puisse le dire. Amnir qui est avec moi ici à Toronto. Alors, bienvenue à Impact Basket. Alors, la première question que je vais poser à vous deux, donc Fabrice, tu peux commencer. D'où est venue ta passion pour le basketball? Ma passion pour le basketball. J'avais un cousin qui était venu je vivais à Cotonou et ce cousin venait passer ses vacances à la maison et il jouait beaucoup au basket. Et moi, voilà, je le suivais de temps en temps. J'allais avec lui au terrain et je le voyais jouer. Et voilà, c'est de là que tout est parti. Aujourd'hui, il vit au Gabon. Et voilà, c'est lui qui m'a donné cette envie, cette passion du basket. Voilà, et c'est parti de là. Et Est-ce que depuis, je n'ai jamais tu as eu une carrière, tu as joué? Comment s'est Non, passé non, non, après les non. premiers amours? Ouais, non, non, non. J'ai toujours joué en amateur. Ouais. Mon père ne voulait pas que je joue en pro. Il voulait que je me concentre sur les études. Donc, j'avais des possibilités de jouer dans la ligue nationale au Bénin, la ligue professionnelle au Bénin. Mais chaque fois que je venais avec ce projet, mon père n'était jamais d'accord. Donc, finalement, je me suis concentré voilà, à jouer du basket amateur et jouer un peu aussi à l'université quand j'étais à Toronto. Mais pas vraiment de carrière professionnelle. Voilà. Merci. Et pour toi, Amnir, d'où est venue cette passion pour la balle orange? Alors, ma passion pour la balle orange de mon côté vient de ma mère. C'est ma mère qui joue. Ma mère a joué au basket, elle a joué au niveau national, elle a joué dans l'équipe nationale féminine au Bénin. Et donc, depuis qu'on est tout petit avec mes frères et sœurs, elle nous a initiés, elle nous a emmenés avec elle sur les terrains de basket. C'est comme ça que depuis qu'on s'est marché, qu'on peut faire du sport, on a commencé avec le basket et jusqu'à aujourd'hui, chacun de nous joue toujours un peu en amateur. C'est en amateur toujours aussi de l'autre côté. Hein. Même ma mère aujourd'hui, après 60 ans, elle continue encore de jouer. Et donc, voilà, l'amour du basket est parti de ma mère. Et comment est-ce que vous deux vous êtes rencontrés? Ah, Tu veux y aller, vas-y, toi, Amir. la rencontre avec le président Fabrice. Arrête. C'est dans le cadre, je veux dire, visuellement, je l'ai connu, avant qu'on ne se connaisse de manière proche, je l'ai connu d'abord, je l'ai vu dans le cadre du basket. Moi, j'étais en club à AOL et il y avait un tournoi. Je crois, on nous a annoncé un tournoi organisé par des gens qui sont pas des Canadiens, des Béninois canadiens qui sont rentrés au pays.
C'était un premier. Donc, moi, je suis allé assister à cet événement-là. C'est pour ça que j'ai vu Fabrice avec, pour la première fois. Et voilà. Après, le hasard a fait que moi, j'ai toujours voulu travailler dans le monde du conseil. Donc, après mes études en France, je suis rentré en Afrique. J'ai trouvé une opportunité dans un grand cabinet qu'on appelle PwC et à Kinshasa. Et j'ai commencé là-bas. C'est dans ce cadre que j'ai connu Fabrice de Mandel People parce que lui, il était déjà un manager, un senior manager au sein de ce gros cabinet-là. Donc, il était venu même en mission à Kinshasa à un moment donné et on s'est vu physiquement, on a échangé. Donc, c'est au sein du PwC qu'on a vraiment commencé à échanger. Après, l'histoire a fait que on est devenu de plus en plus proches parce qu'on a travaillé à chez Price, on est encore allé travailler chez Deloitte, chez un autre cabinet de concurrent Deloitte après. Et on est resté, comme on a le basket en commun, on a Ah, accroché, on le se basket, c'est ça la magie du basket. C'est ça la magie du... C'est C'est ça ça. la magie du basket. Et puis, il faut dire aussi, Fabrice, que là, tu es canado-béninois. Ouais, Donc, tu as pu, tu as vécu ici et puis tu as amené ouais. comment est-ce que tu es venu l'idée de rentrer au pays, de faire justement des projets de basket à partir du Canada et puis aller en Afrique pour encadrer les jeunes? Mhm. Non, mais moi, ça a toujours été un projet hein, de rentrer. C'était clair dans mon esprit quand j'ai eu mon bac au Bénin, quand je suis allé, j'ai rejoint le Canada pour faire mes études. L'idée pour moi, c'était à moyen terme de rentrer. Donc, par contre, après avoir fait mes études, c'était important pour moi d'acquérir une petite expérience professionnelle. Donc, j'ai travaillé quand même un peu au Canada, mais j'avais toujours l'œil sur le continent, sur l'Afrique. Je voulais rentrer pouvoir transmettre tout ce que j'ai appris en termes d'expérience professionnelle, mais aussi en termes de vécu, en termes de, voilà, toutes ces belles idées que je pouvais apporter pour aider mon continent à grandir. Et voilà, venant du Bénin, où je trouvais que le basket, on pouvait faire beaucoup de choses sur le basket. Je suis allé à Toronto. C'est une ville de basket, hein, Toronto. Donc, du coup, c'était vraiment rapporter ces expériences, ces idées pour pouvoir impacter plus mon pays à travers le sport. Voilà, donc c'est de là tout est Ah, parti. c'est vraiment excellent, c'est vraiment excellent. Et puis euh, parle-nous justement de votre association, d'où est venue l'idée et quel est euh, quels sont les objectifs de votre association que vous avez créée, dont vous êtes président. Oui, The Future, c'est parti d'une idée bête. Hein. Nous sommes un couple d'amis. Voilà, on a, encore une fois, hein, comme tu parlais, tu disais que le basket, c'est vraiment quelque chose qui réunit. On avait tous en commun cette passion de la balle orange. Et juste comme ça, un jour, on s'est dit, et si on montait une association? Donc, d'abord, l'idée est partie du fait qu'on on a décidé de faire un tournoi de basket. Et pour porter le projet de tournoi, on s'est dit, bon, mettons-nous en association. Et c'est de là que The Future est parti. Et voilà, on s'est associés, voilà, on a travaillé ensemble sur ce projet commun qui était le tournoi de basket, qui était la première édition de Big Blast. Euh, et on s'est dit, au-delà du basket, on voulait impacter. Pour nous, c'était important d'avoir un volet social, give back à la communauté, vraiment avoir cet impact social. Donc, on s'est dit, on va pas juste se concentrer sur le basket, mais on va faire le basket, mais en même temps, on va voir dans quelle mesure notre association peut impacter. On vit dans un environnement où il y a plein de problèmes sociaux, il y a des personnes défavorisées. Nous, oui, bien évidemment, le basket nous donne de la joie, de la gaieté, on s'amuse avec, mais en même temps, il ne faudrait pas qu'on oublie les plus démunis. Il y a des gens à côté de nous qui souffrent. Et l'idée, c'était de voir dans quelle mesure notre association pouvait aussi penser à ces personnes et faire des actions. En même temps qu'on fait du basket, on pense aux défavorisés, à la population, à la communauté. Donc voilà un peu Mhm. comment tout est parti. Oui, et Amni, qu'est-ce qui t'a inspiré à joindre le projet? euh, plusieurs points, principalement ceux dont Fabrice vient de parler. Être entre amis pour jouer au basket, on se réunit, par exemple, nous-mêmes, tous les vendredis soirs au Bénin pour jouer au basket, partager un bon moment autour de la balle orange, beaucoup de rigolade. Et le deuxième point, c'est une activité qui réunit beaucoup d'autres jeunes, des enfants beaucoup plus jeunes que nous, ou alors où on leur transmet beaucoup de valeurs.
que le basket aide à transmettre, que le respect, le leadership, l'esprit d'équipe, tout ça. Et ensuite, l'impact social auprès des communautés. Donc, il y a toujours, avec les sponsors, avec tout ce qu'on peut réunir comme ressources, on choisit une cause qu'on veut aider pour telle édition et on va vers un acteur qui agit pour cette cause-là et on l'aide concrètement. Donc, il y a un impact direct, concret et social qui est apporté par l'association. Donc, tout ça, moi, c'est des choses qui me parlent depuis toujours. Depuis que j'étais déjà en France, tout ce qui est associatif, j'aime beaucoup ça. J'ai beaucoup travaillé dans diverses associations. Donc, l'impact social, c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Donc, l'association du futur réunit tout ça. Donc, pour moi, c'est un magnifique creuset dans lequel être et avec lequel évoluer, quoi. Bon, justement, en parlant d'impact, la section de l'émission, c'est Impact Basket. Donc, ça, là, vous m'avez bien guidé à la prochaine question. Alors, Fabrice, quel est justement l'impact de votre projet? Quelque chose de concret que vous voyez que le basket fait pour changer les communautés d'une façon positive? Patrick, beaucoup de choses, hein. Nous, déjà, la spécificité de notre association, c'est qu'on est sur du basket un peu, je dirais, de divertissement. On n'est pas dans la compétition. Les tournois qu'on organise, c'est vraiment des tournois qui allient basket, sport, donc vraiment basketball, divertissement. Donc, vous voyez un peu la dynamique avec des DJ, vraiment bonne ambiance, pour apporter quelque chose de différent au Bénin. Parce qu'au Bénin, je pense qu'il y a beaucoup, on est très axé sur la compétition avec la ligue et tous les tournois, mais c'est vraiment des événements, je dirais, très, je dirais, sérieux. Nous, on est vraiment dans le divertissement, on s'amuse, on s'éclate. Et pour moi, l'idée, c'est de vraiment, je vois les visages des enfants qui viennent, qui shootent, qui gagnent des petits prix, vraiment voir les gens s'amuser, s'éclater, pour moi, c'est déjà beaucoup. Parce que je me dis, une personne est dans sa maison, voilà, elle a sûrement des soucis, mais elle vient à nos événements, elle est dans une bonne ambiance, ça lui permet de penser à autre chose, de s'amuser, de rencontrer du monde, parce qu'il y a vraiment, tous les statuts sociaux sont là, tout le monde vient, voilà, il y a de tout. Donc, il y a un mélange qui s'opère, il y a des connexions qui se font, il y a des relations qui se nouent. Il y a beaucoup de choses. Et aussi pour en termes d'impact social, ce qu'on fait, c'est aussi de donner, à travers notre association, on arrive à mobiliser du financement, des ressources. Et ces ressources, comme l'a dit Amir, nous les mettons à disposition d'autres associations ou d'acteurs qui œuvrent dans, euh, qui accompagnent des personnes défavorisées. Par exemple, on peut choisir un hôpital, on l'a déjà fait l'année passée, où il y a des femmes qui n'étaient pas capables de payer leurs factures de soins. Donc, ces femmes sont retenues à l'hôpital. Donc, ce que nous avons fait à travers l'association, nous avons réussi à mobiliser du financement, des ressources, et nous sommes allés payer, aller voir ces hôpitaux. Je pense qu'on en a choisi un ou deux, je ne me rappelle plus. Et là-bas, on a réglé les factures de ces personnes qui étaient, je dirais, un peu en otage, gardées en otage dans les hôpitaux parce qu'elles n'étaient pas capables de payer. C'était vraiment axé sur les femmes. Donc voilà, c'est des actions qu'on fait. Et pour nous, le faire, c'est aider des gens, en fait, leur permettre de leur enlever des épines dans le pied. Et pour moi, c'est redonner la joie, l'espoir, voilà, à ces personnes qui n'ont pas les mêmes chances que nous. Donc, voilà quelques actions que nous faisons. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Le basket peut être un outil de changement des communautés, de ces jeunes, mais aussi ça peut être un changement de changement personnel. Personnel, Bien sûr. nous qui sommes impliqués dans le jeu. Alors, Amni, est-ce que toi, personnellement, qu'est-ce que tu as appris du basket? Qu'est-ce que tu as appris du jeu qui a changé ta vie, qui a fait de qui tu es maintenant? Alors, moi, par exemple, là, je parlais d'abord de l'esprit d'équipe. Savoir travailler en équipe et le respect des règles, le respect de l'autorité. Euh, quand j'ai fait un parallèle, j'ai commencé le basket étant beaucoup plus jeune, donc ça m'a appris tout ça. Ça m'a aidé, par exemple, quand je suis entré dans le monde professionnel,
surtout dans un métier, dans le monde du conseil, par exemple, où on travaille beaucoup en équipe et en même temps, il y a beaucoup de grades, de niveau hiérarchique. Donc, ce que j'ai pu apprendre, comment travailler avec différentes personnes issues de différentes nationalités, par exemple, de différentes capacités, et puis des différents niveaux hiérarchiques. Il y a les coachs, il faut respecter le coach, il faut respecter le capitaine de l'équipe. Donc, tout ça permet de, voilà, c'est des capacités, des aptitudes déjà développées dans le sport que j'ai pu transférer dans le monde professionnel et ça m'a aidé à m'adapter, à devenir un meilleur professionnel. Et voilà, donc ça, c'est des choses que, par exemple, il y a aussi, parfois, il peut arriver des situations où sur un match, par exemple, ou bien sûr, voilà, sur une session, on va dire, bon, on me tient, c'est toi le capitaine, mais c'est toi qui, voilà, en défense, c'est toi qui gère la défense. Donc, il y a des petits moments où tu peux faire preuve de leadership aussi. Donc, en même temps, dans le monde professionnel, dans le monde social, tu peux te servir de cette expérience-là pour pouvoir mener un petit groupe, même si c'est des juniors, des stagiaires, pour leur montrer la voie. Au fur et à mesure que tu prends de l'expérience, derrière, tu vas attirer avec toi aussi ceux qui sont venus après toi pour qu'eux aussi viennent prendre, excellent aussi dans la place que tu as occupée par le passé. Donc, voilà un peu un exemple de ce que le monde du basket m'a apporté aussi dans ma vie de tous les jours. Mhm. Fabrice, parlons du projet justement en concret. De quoi s'agit-il? Le projet de votre organisme, je sais que vous n'en êtes pas à la première session, donc ça fait un moment que vous le faites. Parlons du projet lui-même, à quoi consiste le projet, combien de jeunes vous avez et qu'est-ce qui se passe durant votre projet de basket au Bénin? Oui, donc The Future, c'est l'organisation et nous avons plusieurs, je dirais, produits. Ouais, si je peux dire ça. Donc, le Big Blast, c'est le tournoi en lui-même. Donc, Mhm. c'est le tournoi, le gros tournoi qui se déroule en l'été au Bénin. Donc, autour de la période de juillet, août, ouais, c'est cette période-là. Donc, ça, c'est Big Blast. On a un deuxième produit qui est le Last Last, qui est un mini tournoi, un plus petit tournoi. Je dirais c'est le petit frère de Big Blast. C'est plus petit. Et lui, ce tournoi, lui, il se déroule en fin décembre. Donc, le 29 décembre, nous allons faire le Last Last. Donc, les deux projets sont pratiquement les mêmes. C'est l'envergure qui diffère. Donc, le Big Blast, c'est vraiment le Big Brother, le gros tournoi en lui-même. Et c'est un tournoi qui voilà, on essaie de pouvoir intégrer plusieurs catégories, vraiment, et aussi mix, hommes, femmes. Euh, L'année passée, je pense qu'on a fait les U15. On est parti jusqu'au U15. Donc, il y a plusieurs. Donc, vous avez des juniors, des seniors. Et vous avez dans les juniors, bien évidemment, des femmes et des hommes. Et vous avez aussi des hommes et des femmes dans les seniors. Donc, c'est vraiment mix. Et donc, on essaie de assez couvrir à peu près euh, tous les genres. Ça, c'est déjà ça. Et aussi toutes les catégories. Voilà. On essaye aussi d'inviter, on a des guests, des professionnels qu'on invite. L'année passée, on avait Émilie Gomis, on avait euh, Géraldine Robert, Yann Miami, Victor Samni qui a joué à NCAA, aussi Rouf Raimi et aussi Isabelle Yakoubou aussi qui est une pro béninoise. Donc, on essaie d'inviter des guests qui viennent nous supporter, soutenir, qui sont des parrains, marraines de l'événement. Comme je l'ai dit, nous avons un gros côté aussi divertissement, donc on invite aussi quand même des têtes d'affiche en termes des artistes de renom aussi qui viennent animer le tournoi. On fait un gros after party après le tournoi avec ces artistes-là. Euh, et en marge de tout ça, comme je l'ai dit, hein, les actions sociales aussi, on choisit une cause. L'année passée, on a invité des enfants atteints de déficience mentale au tournoi qui sont venus jouer. Donc, tous ces guests qu'on a invités, ces professionnels qu'on a invités, ont passé du temps avec ces enfants qui sont atteints de déficience mentale parce que pour nous, encore une fois, le sujet, c'était vraiment l'inclusion. Pouvoir vraiment inclure tout le monde, quel que soit qui tu es, il faudrait on puisse couvrir tout le monde. Donc, du coup, voilà, on a fait ce partenariat avec cette école. Et les enfants, on a passé la journée avec les enfants, ils ont joué, on leur a appris à comment dribbler une balle, on a partagé un repas avec eux à la fin. Et tout ça, je pense que c'est des moments on crée des memories, des souvenirs, on crée
on crée de l'espoir dans ces personnes. Et aussi, oui, j'ai oublié, il y a plein d'événements. On a aussi fait des genres de masterclass, pas masterclass, mais des sessions où ces athlètes professionnels qu'on a invités, on parlait à ces jeunes, les U4, les U15 qu'on avait, par exemple, pour pouvoir leur expliquer comment est-ce qu'on devient pro, quels sont les débouchés pour un athlète, parce que certains d'entre eux peut-être ne parviendront pas à devenir athlète professionnel. Donc, quels sont les débouchés dans le monde du sport pour eux? Comment est-ce qu'il faudrait s'armer de courage et de persévérance pour pouvoir réussir? Donc, vraiment du give back. Et ces jeunes, entendre ces personnes, ces athlètes qu'ils connaissent et qu'ils respectent, leur parler, leur donner des conseils, pour nous aussi, on pense que ça a de l'impact sur ces jeunes-là. Ce seront les futurs leaders, les futurs visages du Bénin, en fait. Donc voilà, il y a beaucoup de choses, je suis allé un peu dans tous les sens, mais voilà, c'est autant de choses qu'on fait à travers notre association. Et jusqu'à aujourd'hui, je pense que les retours sont positifs. Je pense que on arrive à créer vraiment l'espoir, la joie, vraiment des souvenirs dans l'esprit des gens. Alors, vous deux, donc Fabrice Amni, vous avez fait le chemin inverse. Fabrice, tu es venu du Canada pour aller faire des projets au Bénin, en Afrique. Et là, Amni vient d'arriver d'Afrique pour s'installer au Canada. Euh, c'est vraiment le chemin inverse. Mais Amni, qu'est-ce que cette expérience du Bénin, penses-tu qui va t'apporter ici dans ta vie canadienne? Qu'est-ce que tu peux faire? Euh, Est-ce que tu penses faire la même chose ici avec les jeunes? Comment est-ce que ton expérience à travailler avec Fabrice et le groupe au Bénin, tu peux le transférer ici au Canada? Alors, c'est vraiment ça. Mon projet en venant au Canada, c'était d'opérer le plus tôt possible, bon, je vais dire à moyen terme, si Dieu le veut, une reconversion professionnelle dans le monde du sport. C'est ça, c'est ce que j'ai envie de faire. Donc, et je pensais aller chercher une des meilleures formations en sport business et pouvoir faire ça. Et, ensuite, ou bien même, à côté de cela, aller acquérir de l'expérience à travers l'organisation d'événements. Un peu avant de venir ici au Canada, je parlais avec un autre ami à nous, que Fabrice connaît aussi, qui s'appelle Oswald, qui est aussi un jeune coach dans le monde du sport, pour voir comment créer un premier événement, un premier tournoi déjà, moi-même pour acquérir de l'expérience au Bénin. C'est vrai que je n'ai pas pu le faire finalement, mais ici, c'est une ambition que j'ai. Et je suis en train de travailler actuellement sur un document pour organiser un premier petit tournoi. Donc, c'est comme si c'était un premier jet, mais ça n'a pas besoin forcément d'être un grand truc. Mais je pense à ça pour l'été prochain, voir comment je pourrais faire ça. Et puis, voilà. Donc, je vais essayer de rencontrer différents types d'acteurs du milieu ici qui vont me donner des conseils. Et voilà. Donc, mais effectivement, cette expérience, l'association de futur, ce qu'ils font, c'est concrètement auprès des jeunes, auprès des communautés. L'environnement à Toronto ici est pareil. Il y a des communautés, il y a des jeunes qui aiment le sport, il y a des communautés qui ont pas mal de soucis. Donc, je pense que le terrain est idéal pour pouvoir faire la même chose et pour pouvoir apporter un impact aussi, au moins aussi bénéfique et positif aux communautés à Toronto aussi. Donc, c'est une ambition que j'ai et j'espère pouvoir la concrétiser. Pourquoi pas avec ton aide, l'aide de la radio et tous ceux qui voudront bien y contribuer. Ah, tu parles à une personne qui écoute. C'est sûr. Alors, Fabrice, comment est-ce que tu vois l'avenir de ton projet? Quel est l'impact que tu aimerais faire? Est-ce que tu vois au-delà du Bénin? Comment est-ce que tu vois euh, peut-être les 10 prochaines années du projet? Oui, oui. Déjà, pour nous, il faudrait qu'on pense à avoir un impact régional. Donc, du coup, ne pas juste rester au niveau du Bénin, mais vraiment s'étendre aux pays limitrophes et même dans toute la région Afrique de l'Ouest dans laquelle nous sommes. Donc, c'est vraiment de faire voyager notre projet, le transporter, parce qu'il y a des besoins. Moi, je suis en Côte d'Ivoire ici et il y a des tournois, mais je pense que ce que le, le type de tournoi, de projet que nous avons, je pense qu'il y a encore il y a de la matière ici à faire. Donc, je pense qu'il y a des choses à faire.
L'idée aussi pour nous, c'est de grandir, de grossir, de devenir, je dirais, presque un monstre. L'idée, c'est de pouvoir attirer des grosses marques, des Nike, des Jordan, sur notre événement pour pouvoir habiller les jeunes. C'est de pouvoir attirer, d'où le sérieux vraiment de notre organisation et de comment on fait les choses. Pour nous, on met l'accent sur la qualité. On met vraiment l'accent sur la qualité. Tous ceux qui travaillent dans cette association, personne n'est payé. Tout le monde y met du cœur, du sien. C'est vraiment, vraiment euh, un groupe de personnes qui a la même valeur, hein. On a tous les mêmes valeurs. On travaille vraiment tous sur un projet commun. L'idée, c'est vraiment de pouvoir intéresser de plus gros partenaires pour nous permettre d'avoir un peu plus, encore plus d'impact auprès de nos communautés. Euh, c'est de peut-être un jour dire, hein, peut-être je m'avance, je ne sais pas si vous connaissez le quai 54, ce que c'est le quai 54 à Paris. C'est un jour aussi pour nous d'être aussi gros que le quai 54. Et je ne sais pas si le quai 54 fait des actions sociales, mais nous, on peut de tout ce que le côté basket, est vraiment en sport, avoir vraiment la possibilité de toucher encore une plus grosse communauté qui va au-delà du Bénin, hein, et qui permet, pourquoi pas, aussi euh, travailler sur des projets d'infrastructure parce qu'en Afrique, chez nous, on a aussi ces sujets d'infra sportifs pour pouvoir permettre aux gens de pratiquer le sport qu'ils aiment. Donc, il y a ça. Euh, non, il y a vraiment beaucoup. J'ai beaucoup de projets en tête pour the future, et on verra ce que l'avenir nous réservera. Hmm. Et Annie, est-ce que tu as des projets pour Toronto d'ici 10 ans? Le projet pour Toronto, vous savez, c'est aller dans la je suis en train de faire un peu, comme j'ai dit, un petit benchmark de ce qui existe déjà comme événement, comme tournoi, puis voir, à partir de là, je verrai bien qu'est-ce qui est la nouveauté que je peux apporter dans le type d'événement que moi je veux mettre en place. Et puis je verrai si c'est un projet typiquement comme ce qu'on fait à Cotonou, comme ce que The Future fait à Cotonou, que je peux répliquer ici. Donc, avec l'appui de Fabrice de l'association, je pense qu'on pourra faire pareil ici, comme Fabrice aussi est de Toronto. Donc, voilà, c'est ce type de projet-là que j'aimerais faire ici. Mais pourquoi pas, il y a euh, l'option de voir comment connecter aussi, je vais dire, le Bénin et Toronto. Vous savez, il y a beaucoup de talents qui sont, je vais dire, bon, au Bénin, par exemple, en Afrique, qui aimerait bien découvrir un peu le milieu sportif, le milieu du basket à l'étranger. Je sais qu'il y a quelques personnes au Bénin qui s'efforcent, qui essaient de faire découvrir cela, de faire partie des joueurs qui ont vraiment un fort talent pour jouer dans les meilleures ligues à l'étranger. Pourquoi pas penser à ça à l'avenir, et aussi pourquoi pas voir ici dans les communautés ici, les communautés, que ce soit des immigrants qui sont arrivés ici, mais les communautés canadiennes ici, voir comment détecter les talents aussi. Avec les événements, ça permet également de détecter les meilleurs talents qui seront. Donc, avec les partenariats qu'on pourra faire, les événements qu'on pourra mettre en place, je pense qu'il y a beaucoup de choses positives qui peuvent ressortir de là. Donc, j'espère pouvoir concrétiser tout cela à moyen terme quand même. Excellent, excellent. Merci beaucoup à vous deux, Fabrice Amir, pour votre temps et vraiment, je vous félicite pour les projets que vous faites parce que moi-même, je suis impliqué dans le basket depuis plusieurs années. Je connais bien l'impact de ce que peut faire le basket dans la vie des gens, dans les communautés. Moi, j'aime dire que le basket, c'est une école de la vie. Si on réussit, on comprend les principes du basket, on peut réussir dans la vie et pouvoir l'apprendre et le transmettre aux autres, je pense que il y a pas meilleur moyen. Donc vraiment, je félicite encore une fois. Merci d'avoir accepté l'invitation à Impact Basket. Et puis, je pense qu'il y aura bien sûr des suivis à l'approche de votre événement. On pourra encore une fois vous inviter, pouvoir parler. Pourquoi pas ne pas avoir des jeunes qui ont participé pour qu'ils puissent dire justement l'impact que ça a fait donc leur performance et la vie en général, mais aussi l'aspect social, parce que c'est important de pouvoir venir en aide aux communautés, aux gens qui sont dans le besoin, tout en faisant ce qu'on aime.
C'est extraordinaire ce que vous faites. Je vous félicite encore une fois. Merci et merci. Et puis, Merci, Patrick. au plaisir. Merci Merci, beaucoup. Patrick. Merci Merci. beaucoup. Merci. À bientôt. À À bientôt. bientôt. Bye. Oui, c'était donc nos invités dans Impact Basket, Fabrice et Amir, qui nous parlaient justement de leur projet, projet communautaire à travers le basket au Bénin. Deux Torontois, l'un qui a vécu à Toronto, qui est parti en Afrique, l'autre qui vient d'arriver à Toronto et qui a des ambitions de pouvoir continuer à faire de l'encadrement auprès des jeunes. Rapidement, Mike, qu'est-ce que tu as gardé de l'entrevue qu'on a fait avec ces deux-là? Ouais, c'est très intéressant. On continue à se balader un petit peu en Afrique avec toi, Patrick. C'est vraiment cool de voir leur parcours croisé. C'est ça le mot, c'est parcours croisé. Il y en a un qui a fait le chemin inverse. Et au final, ils sont tous les deux sur un projet très, très intéressant. Moi, ce que je retiens, c'est toujours Impact Basket et c'est que c'est au-delà du basket. C'est vraiment impacter les jeunes dans leur vie de tous les jours. Et c'est vraiment ce qui ressort à chaque fois. Et ce qui est vraiment très intéressant, c'est de voir que en fait, avec le basket, tu peux le faire de partout. Tu peux le faire de partout, tu peux le faire de partout et puis ça a un impact réel. Et c'est sur ces mots de Mike qu'on va clôturer l'émission d'aujourd'hui. Merci à tout le monde de nous avoir suivis et on vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur Choc FM et bien sûr sur la chaîne YouTube de Choc FM pour la version vidéo. Et bien sûr, au moment où vous nous écoutez, les Raptors ont déjà joué contre Miami, le premier match. J'espère qu'ils auront gagné. On croise les doigts. Alors Mike, un mot de la fin? Comme on dit toujours quand on se quitte. Let's go Raptors! Let's go Raptors!